Je pensais que j'allais revenir avec la vidéo sur Hunter x Hunter, mais elle est encore en préparation. Ça met du temps, mais on veut faire les choses bien, parce que j'espère qu'on va essayer d'aborder ça sous un point un petit peu nouveau, parce que le manga est quand même assez ancien, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, bref, c'est pas le sujet du jour. Donc on va parler de quelque chose de beaucoup moins connu pour le coup, Dragonhead. On cite l'auteur quand même, Minetaro Mochizuki, qui nous signe donc un seinen à tendance horrifique, terreur psychologique, même si ça on va quand même en discuter, parce que je trouve que c'est pas forcément le cas pendant tout le manga, même si effectivement ça marche très bien pendant une partie. Je ne le placerai pas dans la liste coup de cœur absolu, mais en tout cas je ne peux pas nier qu'il est très efficace dans son style et qu'il a des caractéristiques d'ovni dans le genre. C'est pourquoi il est intéressant de vous le présenter, de le remettre un petit peu au goût du jour, parce qu'on parle quand même d'un manga qui est sorti en 1995 et qui s'est terminé en 2000, donc autant dire que ça fait déjà un peu de temps. Mais justement, c'est aussi pour vous les faire redécouvrir, parce que elles sont un petit peu passées sous le radar, elles n'ont pas le statut culte que peut avoir certains gros shonen ou seinen des mêmes années. Donc Dragonhead, parce que jusque là j'avais pas dit le titre, on est parti. On suit donc au départ un adolescent, donc comme c'est souvent le cas dans les mangas japonais, ce que des fois j'ai d'ailleurs tendance à déplorer, qui est en voyage scolaire, donc avec un des trains à grande vitesse qui sont aussi très caractéristiques du pays, et qui juste avant de passer dans un tunnel voit au loin un espèce de grand flash. Au début, il n'y prête pas forcément attention, mais au milieu de la montagne, un séisme survint, le train déraille, et tout de suite, on va se retrouver dans les 2 premiers tomes du manga, dans ce que je considère peut-être même la meilleure partie, la partie la plus forte, la plus singulière de l'œuvre, parce qu'on va se retrouver dans un huis clos pendant assez longtemps, et il va y avoir une descente aux enfers progressive, que ce soit physique ou psychologique des différents personnages, parce qu'il n'est pas le seul survivant de l'accident, c'est quelque chose que l'on découvre très rapidement. Le personnage principal s'appelle Teru, donc c'est un lycéen qui, je crois, si j'ai bien fait ma correspondance de classe avec le système européen et français, il serait à peu près en seconde. Ako, qui est une jeune fille de la même année, et Nabuo, qui lui aussi a le même âge. Par contre, ils vont vraiment pas réagir de la même manière au cataclysme, parce que effectivement le reste des passagers pour le coup est bien mort, même si on a un doute qui plane là-dessus sur le premier tome et demi. C'est d'ailleurs ça aussi qui rend le tout un petit peu angoissant, étant donné que les 2 issues sont bloquées, c'est-à-dire l'avant et l'arrière du train. La situation devient vite compliquée pour eux en ce qui concerne les vivres, l'eau et surtout la chaleur, parce que la température ambiante n'arrête pas de monter à tel point que ça devient presque invivable sous terre, et donc ces 3 jeunes gens vont essayer de trouver une solution pour se sortir de là. C'est là où dès le départ je trouve que l'œuvre va un peu puiser dans des inspirations diverses, donc je ressens un petit peu de Sa Majesté des Mouches, donc qui est un livre aussi qui va faire vivre en autarcie une communauté très jeune, donc pour voir, non, c'est pas une expérience, mais en tout cas c'est un peu un exercice de pensée pour voir quel schéma de société ils vont reproduire par rapport aux adultes. Là aussi ça va être le cas. Déjà dans les 2 premiers tomes on suit vraiment que ces 3 personnages, mais même par la suite on va rester sur des gens quand même assez jeunes pour la plupart d'entre eux, même s'il y a quelques exceptions. Au niveau des influences, on pourrait vraiment noter Ravage de Barjavel qui reprend un petit peu le même type d'histoire, il y a vraiment des similitudes qui sont très 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 fortes au niveau des catastrophes, si je puis dire, des différentes manières d'y réagir. Donc là, on est 100 ans en arrière, mais pourtant, ça n'a pas beaucoup changé. Bien sûr, maintenant, ça peut faire penser à The Walking Dead, surtout après les tomes 1 et 2, même si donc il faut se rappeler que c'est sorti avant, donc du coup, même si il peut y exister une ressemblance, c'est pas un point négatif à mettre au crédit de l'œuvre, c'est plutôt le contraire, c'est elle qui a aussi infusé dans la culture de l'époque et qui a inspiré certains, donc ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose. Alors comment, dans les premiers tomes, il réussit à nous faire transparaître la peur? C'est surtout grâce à son découpage et grâce à l'utilisation qu'il fait du noir. D'ailleurs ça on le retrouvera aussi plus tard dans le manga à un moment très précis, mais on a vraiment cette impression que les ténèbres nous entourent, qu'ils fondent sur nous, qu'ils nous englobent, surtout que les personnages vont avoir tendance à se retrouver dans des lieux très contigus, et en plus de cela ils vont très vite se retrouver dans l'obscurité. Donc là aussi on vient un peu jouer sur les peurs fondamentales de l'être humain, peur du noir lorsque l'on est peut-être un peu plus jeune, de ce qui peut s'y cacher, de l'inconnu, de la solitude, parce que donc ils vont quand même se retrouver vraiment livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire sans adultes, sans personnes qui seraient là pour prendre des décisions à leur place, pour les chapeauter. Et dans ces cas-là, on a toujours plusieurs
tendances qui surviennent, c'est-à-dire celui qui va essayer de survivre avec tous les moyens mis à sa disposition, qui s'est fixé un objectif, c'est-à-dire de revenir à Tokyo auprès de sa famille, donc ça c'est plutôt Teru. On a Nabuo qui lui va prendre le chemin complètement inverse, si l'on peut dire, qui renie un petit peu l'humanité telle qu'il a connue jusque-là pour revenir à quelque chose de plus primaire, de plus essentiel, même dans des croyances qui défient un peu la raison. Et Ako, dans tout ça, va surtout symboliser l'espoir, une tendance un peu plus humaniste, avec donc des valeurs quand même qui restent très prononcées. Elle ne va pas partir dans une violence non contrôlée, dans un chemin qui mènerait à des conflits. On pourrait penser au début que c'est un personnage féminin assez faible, mais par la suite, elle se révèle vraiment très intéressante et très capable, d'ailleurs, de sortir de situations vraiment délicates, ce que j'ai aussi apprécié notamment pour l'époque. Il faut quand même le rappeler que c'était il y a presque 30 ans, lorsque le manga a commencé dans le Japon de l'époque, c'était pas forcément quelque chose de courant. Donc vraiment à mettre aussi au crédit de l'œuvre. Et tout de suite, j'aime vraiment aussi la manière dont il représente la folie, le fait de perdre complètement pied avec la réalité. Ça se traduit par les transformations corporelles, par le doute au niveau de la présence ou non du fantastique. Nous aussi, on ne sait pas vraiment encore où va le manga et à quel point on va rester proche de la réalité ou non. Il arrive vraiment à jouer sur cette frontière très fine pendant les 2 premiers tomes avec brio, toute une trame qui se tisse autour d'une nouvelle religion, de nouveaux rites qui donnent une ambiance anxiogène, un ton assez angoissant, qui parvient à nous garder dans l'histoire, je trouve. Il faut aussi souligner le rythme du récit s'il sait faire des pauses assez contemplatives, qui je trouve son propre genre, vraiment se voyager dans un monde en ruine, ça a un charme que l'on peut retrouver aussi dans l'urbex d'ailleurs. Donc ça, ce ne sont pas des choses nouvelles, mais sont toujours agréables. Par contre, dans ces moments d'action, lorsque justement l'auteur va faire accélérer ses péripéties, ses actions, on va avoir toujours une sensation d'urgence. C'est ça. Il réussit à nous accrocher dans l'action, et donc c'est là où on va faire défiler les pages assez rapidement pour voir ce qu'il advient des personnages. Un point quand même aussi sur la violence, parce que pour le coup, elle est bien présente dans le récit. Là aussi, elle fait, entre guillemets, partie du genre, parce que donc on est habitué à ce qu'il y ait des conflits entre les survivants. Là, on n'y manque pas, parfois avec des choses vraiment difficilement soutenables. Donc encore une fois, ça va nous faire accélérer notre rythme de lecture, je trouve, parce qu'on est souvent avide de cette sensation, mais tout en ressentant une espèce de dégoût sur ce qu'on est en train de lire. Donc c'est toujours cette frontière très fine entre vouloir savoir ce qui arrive par la suite, est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir, comment cela va se passer, et mais qu'est-ce que je suis en train de lire, et est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue. Donc pas en se cachant les yeux, on va pas abuser, mais on n'est pas loin, on est sur ce type d'émotion, je trouve. Une chose à noter par rapport aux 2 premiers tomes, c'est qu'il y a vraiment des scènes qui peuvent être choquantes pour certains lecteurs et lectrices. Si vous êtes vraiment parfois mis très mal à l'aise par rapport à certaines situations, notamment comment aborder ce sujet, c'est-à-dire rapport de force entre des personnes non consentantes, si on peut dire, je pense que vous comprendrez. Je préfère quand même vous mettre en garde là-dessus. Heureusement, ce levier est peut-être moins utilisé dans la suite de l'histoire, ce qui n'est pas une mauvaise chose. La gestion qui est faite du monde extérieur est elle aussi très bonne, parce qu'au début on a juste quelques signaux radio qui nous donnent vraiment peu d'indications, mais qui en même temps nous maintiennent assez informés pour savoir que toute vie n'a pas non plus cessé sur Terre. Vient ensuite la télévision. Donc à l'époque, Internet est vraiment beaucoup moins utilisé. Donc on n'est pas encore à l'ère du smartphone, à l'ère de l'ordinateur chez l'ensemble de la population. Et c'est encore le moyen le plus utilisé pour propager des nouvelles. Et là aussi, on nous en donne suffisamment peu pour que l'on soit très curieux, mais en nous donnant quand même quelques indices, en sachant que forcément, il y a une réaction de la part des institutions du pays quand elles font face à ce genre de situation, et qui parfois peuvent aller contre le bienfait global de la population. C'est-à-dire ils doivent peut-être faire des choix sur des zones à tenter de protéger au maximum au détriment d'autres. Bon, de toute façon, je suis obligé un petit peu de spoiler donc pour continuer l'analyse. Donc si jamais vous voulez vraiment garder la surprise totale et ce que je vous ai dit par rapport aux 2 premiers tomes vous a suffi, vous pouvez vous arrêter là. Même si le reste est un petit peu différent, parce que l'on va partir donc justement sur quelque chose de beaucoup plus conventionnel dans le sens propre au genre post-apocalyptique, parce que donc on va suivre Teru et Ako, oui, dans leur quête de retour vers Tokyo.
parce que les deux ont à cœur de voir ce qui s'est passé dans la capitale et qu'est-ce qu'il est advenu des habitants. Et ils vont devoir traverser plusieurs épreuves qui sont un petit peu quand même des classiques du genre, si je puis dire, c'est-à-dire la rencontre avec un autre groupe de survivants. Même si encore une fois, voilà, il y a des points d'originalité qui font qu'on reste dans quand même quelque chose de très qualitatif. Donc je l'ai évoqué tout à l'heure, son style de dessin, s'il marche très bien dans le huis clos, il faut quand même aussi reconnaître que c'est tout aussi efficace dans une autre échelle, à l'air libre. Parce qu'on va avoir cette sensation de gigantisme, parfois, notamment dans ce fameux passage avec l'hélicoptère et, comment je pourrais dire, cet underworld, ce monde transformé, on va dire, qui, là aussi, je trouve, fait ressortir des peurs primaires, un petit peu comme lorsque l'on fait des cauchemars où les dimensions perdent leur sens, qu'on a du mal à se représenter où l'on est dans l'espace. Et ça, je trouve que ça marche vraiment, vraiment très bien. Encore une fois, l'utilisation des aplats de noir est assez innovante pour l'époque. Même aujourd'hui, c'est rare que l'on retrouve ce type d'utilisation dans les mangas. Chez le manhwa Horizon, ça me rappelle parfois certaines planches, même si honnêtement je préfère le style de Dragon Head pour le coup. Il est assez classique, hein, donc certaines personnes vont retrouver ça même un petit peu désuet, mais il a toujours vraiment un certain charme chez moi. Et sa maîtrise de l'espace est quand même vraiment sans pareil. Donc globalement, je dirais que c'est vraiment très plaisant à lire. On sait toujours où l'on est, où l'on se situe dans l'action, on comprend chaque mouvement qui est fait par les protagonistes. Donc là-dessus, pour moi, c'est du 10 sur 10. Vous me direz pourquoi cela s'appelle Dragon Head. Alors là aussi c'est une spécificité parce que si c'est un point de l'intrigue, donc l'on va rencontrer d'abord par des rumeurs, ensuite par un personnage qui est d'ailleurs assez énigmatique et assez poignant. On va avoir le fin mot de cette histoire aussi vers la fin du manga qui par certains côtés retrouve cet aspect horrifique qui était très présent dans les 2 premiers tomes et qui a aussi vraiment marché sur moi, avec une utilisation, je trouve, des liminal space qui est vraiment aussi bien faite et innovante pour l'époque, parce qu'encore une fois, on est 30 ans en arrière, hein, donc si aujourd'hui, avec Internet, ça s'est vraiment popularisé, à l'époque, c'était encore une fois pas vraiment le cas. Je trouve que la psychologie des 3 principaux protagonistes est vraiment bien traitée, ce qui ne sera peut-être pas le cas du reste du roster, si je puis dire. Parce que si, au bout d'un moment, on retrouve des militaires aussi assez jeunes, hein, des conscrits, qui ont fait leur classe et qui viennent à peine de commencer leur carrière, le pilote, celui-là, a un code d'honneur donc assez prononcé. Il reste aussi très humain dans la catastrophe, donc assez classique. On va avoir son chef de départ qui ensuite va peut-être perdre ce statut, qui lui est plutôt à l'opposé, qui au premier abord pense beaucoup à lui, à ses propres intérêts, et ensuite ça va un petit peu évoluer, même si peut-être un petit changement de surface, on va dire, que le caractère profond ne part vraiment jamais. Et je mentionnerai aussi femme un peu plus âgée qui sur l'île va s'occuper de ces jeunes gens en leur offrant un refuge, qui pour le coup est cette figure matriarcale un petit peu attachée à sa terre, qui est prêt à prendre soin des autres, cette figure qui est restée particulièrement tolérante et bienveillante malgré donc, la catastrophe. La gestion de la lumière, de la poussière est elle aussi très bien faite, je trouve, dans l'œuvre. Même dans un jeu comme Fallout ou dans la série, parfois on pourrait utiliser l'air pour donner plus de noirceur. Parce que le soleil peut être caché, parce qu'il y a des retombées de poussière. Voilà, et ça je trouve que on l'utilise peut-être pas assez alors que pourtant ça a un effet très puissant sur l'être humain. Le soleil, ça reste quand même quelque chose de primordial pour les plantes, pour nous. Nous le retirer, c'est quand même quelque chose de très fort. Si vous avez suivi un peu ce que j'ai dit, à la fin, on aura donc cette fameuse explication par rapport au Dragon Head qui, pour le coup, ne m'a pas absolument convaincu, parce que si ça part, je trouve, d'une idée qui est plutôt bonne, j'ai du mal à voir quel est le but final de cette organisation, si on peut dire. C'est un avis personnel, hein. Bien sûr, certains vont peut-être trouver ça plutôt ingénieux ou s'en contenter, voilà. Mais même si ça ne gâche en rien, hein, la qualité du manga, c'est vraiment, je dirais que c'est presque anecdotique. Honnêtement, il aurait pu s'appeler autrement, ça n'aurait pas été du tout un problème. Et par rapport aux raisons du cataclysme, de la catastrophe, là pour le coup, j'ai été assez satisfait. C'est bien. Non, j'achète complètement. On est sur une situation plausible. Aussi, peut-être une chose que je rajouterais, c'est
la notion de survie qui n'est pas prise à la légère, c'est-à-dire il est vraiment difficile pour les personnages d'obtenir de la nourriture, de l'eau, même des vêtements, ce qui est quand même assez rare. Je ne parle même pas des armes qui sont rarissimes. Et ça aussi, c'est fait vraiment de manière convaincante, on y croit jusqu'au bout. Donc je dirais que c'est vraiment une expérience sensorielle, surtout dans les 2 premiers tomes et peut-être dans les 2 derniers. Bon après il n'y en a que 10, hein, donc si on a déjà 4 sur 10 c'est pas mal. Mais avec au milieu une histoire post-apocalyptique à l'action quand même trépidante et à certains côtés, donc notamment liés au Dragonhead, très intrigante. Je veux dire c'est ce qui maintient l'œuvre à flot et qui nous donne envie de continuer jusqu'à avoir la fin. Tout en ayant bien sûr cette relation entre le personnage de Teru et Dako qui est vraiment au classique, hein, on va pas se mentir, mais qui fonctionne parce que les deux ont passé des épreuves très difficiles ensemble, donc forcément ils ont un attachement qui s'en est retrouvé décuplé, à tel point qu'ils vont devenir la seule famille qui reste à l'un comme pour l'autre. S'il m'a autant marqué, malgré que je ne le place pas non plus dans mes mangas favoris, c'est aussi parce que j'étais dans un contexte qui s'y prêtait assez bien, dans un voyage de nuit. Je trouve donc ça colle pas mal avec l'ambiance qui est décrite dans le manga. Donc peut-être pas à lire en été, hein, en fait, ou alors à moins que voilà, vous preniez le train la nuit ou l'avion, j'en sais rien. Et là, je suis sûr que ça va plutôt bien marcher sur vous. Mais donc si vous êtes en recherche de sensations un petit peu différentes de ce qui se fait actuellement, pourquoi ne pas laisser sa chance à Dragonhead ? Tout le délire graphique autour du personnage de Nabuo, parce que là pour le coup c'est presque quelque chose de jamais vu, enfin en tout cas pas à ma connaissance. Ça c'est aussi vraiment très sympa, ça fonctionne bien, hein. Ça reste imprimé sur notre rétine, c'est une vision que l'on n'oublie pas. Donc déjà quand on arrive à donner des visuels comme ça, souvent c'est qu'on est sur une œuvre qui n'est pas si banale que ça, qui a une certaine singularité. On va aussi très loin dans les situations, les potards sont mis au maximum. Et encore une fois, ça nous prend un petit peu à contre-pied parce qu'on ne pourrait même pas s'imaginer que l'on aille à ce point-là dans la catastrophe, dans le cataclysme, dans les découvertes macabres. Et ça aussi, je dois dire que ça a plutôt bien fonctionné sur moi. Merci de m'avoir suivi pour cette petite vidéo. On revient, j'espère, dans pas si longtemps avec Hunter x Hunter. Là aussi, je vous promets que ça va envoyer. Et je vous dis à la prochaine, ciao!